Bonjour et bienvenue dans cette rediffusion du live de la démo de la bêta de Fluom. Fluom, l'outil simple, souverain pour maîtriser sa donnée. Dans cette vidéo, on vous présente ce que c'est Fluom, notre vision, notre roadmap communautaire et bien sûr la démonstration de l'outil. Si le sujet vous intéresse, pensez à vous abonner, à activer la cloche et ne manquez pas les prochains contenus. Merci et à bientôt. Et bah, du coup, je vais commencer. Déjà, merci à vous tous d'être présents aujourd'hui sur ce webinaire de la présentation de la bêta de Fluom. Alors, du coup, il y en a qui nous connaissent déjà, mais on va vite fait refaire des petits rappels, etc., de qui on est, d'où on vient et ce qu'on veut faire. Et bien, du coup, je propose de commencer tout de suite. Donc, on va faire d'abord une petite partie présentation de qui on est, d'où on vient, ce qu'on veut, notre vision, etc. Et on va bien sûr terminer par une démonstration. Je pense que c'est ce que tout le monde attend. Mais avant, pour commencer, Fluom en une phrase. Aujourd'hui, comment on voudrait le tourner? En fait, on veut penser à un ETL, du coup, pour rendre la donnée accessible, sécurisée, immédiate et exploitable, tout en transformant chaque projet pour un levier, pour que ça devienne un levier concret et une valeur. En fait, aujourd'hui, on le voit sur le marché, les ETL se complexifient un petit peu, que ce soit dans leur offre, dans leur représentation, etc. Et c'est un marché qui évolue très vite. Et du coup, dans ce cadre-là, on voulait mettre en place une solution ETL qui correspond au marché actuel. Pour faire ça, on a fait un premier constat sur le marché actuel qui va se diviser en trois éléments. Le premier élément, ça va être le coût des outils ETL, ELT. Sont des outils qui sont souvent chers, de plus en plus chers, avec des tarifs un peu illisibles, voire un peu opaques, ou sinon qu'on n'arrive pas à bien anticiper, et qui souvent génèrent un déséquilibre budgétaire. C'est-à-dire qu'on se retrouve aujourd'hui sur le marché avec des outils qui, pour la partie ETL, vont représenter une grosse partie du budget des sociétés, à contrario d'une partie base de données et une partie vise qui sera du coup beaucoup moins élevée. Donc ça laisse un peu moins de place pour le reste. Donc on a un peu ce déséquilibre budgétaire. On a une complexité dans certains outils, que ce soit dans le déploiement, dans l'utilisation ou dans l'ensemble de la dépendance de la stack. C'est-à-dire qu'on va être obligé d'utiliser telle ou telle fonctionnalité, tel ou tel support, etc. Donc on se retrouve des fois un peu bloqué et à devoir se contraindre aux volontés d'un outil plutôt qu'aux besoins même de la société. Et enfin, le dernier point qu'on entend un peu enfin que beaucoup de gens entendent parler aujourd'hui, c'est la partie souveraineté, donc le risque sur la confidentialité des données soumises à l'éditeur, etc. Bon, on a mis le Patriot Act parce que c'est le moment, mais il y a plein de sujets par rapport à la souveraineté. Pour ça, ce constat-là, c'est ce qui fait du coup notre philosophie, qui drive justement la manière dans laquelle on a réfléchi l'outil. Donc la première, c'est l'accessibilité. Donc on a la souplesse, on a des tarifs abordables, on a aussi surtout une gestion du FinOps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surprise, le tarif est défini dans le temps, il n'y a pas de surprise à la fin. On a augmenté la simplicité avec un socle X assez important, on le verra tout à l'heure sur cette bêta qui est quand même déjà bien aboutie, et surtout la simplicité d'utilisation. Donc on est sur un low-code, no-code, clic-bouton, avec un déploiement en quelques clics. Bon voilà, quelque chose de très simple, pensé pour l'utilisateur. Et enfin, sur la partie souveraineté, on a un hébergement en France aujourd'hui et on a une notion, donc certains l'ont déjà vu un petit peu passer, c'est le runner. Le runner, c'est quoi? C'est tout simplement un petit programme, un agent, qui va être installable un peu partout, sur n'importe quel environnement, n'importe quelle machine, et en fait qui est géré par vous et qui vous permet bien sûr de gérer tout ce qui va être le flux de données. C'est-à-dire que si vous voulez le mettre chez vous sur vos machines en local, vous installez le runner à cet endroit-là et les données ne sortiront jamais de cette machine. Donc vous gardez le contrôle et la maîtrise totale des données qui transitent dans l'outil. Du coup, forcément, c'est un outil pour les data ingénieurs, pensé par un data ingénieur, donc plutôt moi-même, à la base, initialement de ce projet-là. Bon, justement, je vais venir un peu sur la genèse par rapport à ça. Donc la genèse, en fait, du coup, ça vient un peu de moi au départ. Donc, moi, ça fait 10 ans que je fais de la data et donc de la data architecture. J'ai bossé pour un certain nombre de clients, donc EDF, Enedis, Chronopost, Auchan, Le Gallec, Sorégie plus récemment. Et en fait, j'ai fait plein de choses. J'ai fait de la conception de data platform, j'ai fait de l'industrialisation de flux de données. Et en fait, j'ai vécu des défis plus ou moins simples à réaliser avec des outils plus ou moins complexes à mettre en place. Et en fait, j'en ai fait un constat assez simple.
c'est que aujourd'hui, je vais dire que les outils ETL qui existent sur le marché vieillissent. Il y en a qui ont un peu un renouveau, mais ils sont plus du tout adaptés. Donc pour ça, de toute mon expérience que j'ai acquis au cours des 10 dernières années, j'ai pensé à un ETL. Donc pour des data ingénieurs, donc répondant aux enjeux de souveraineté, à la conformité du marché, à tout ce qui peut s'associer à la rapidité de mise en place, la simplicité, etc., etc. Aujourd'hui, le marché il est compliqué à attaquer pour, par exemple, des sociétés de moins grande volumétrie. Et même, par exemple, je vois, par exemple, une PME, une TPE qui voudrait faire des flux de données pour récupérer des informations de son CRM, par exemple. Eh ben, c'est assez compliqué de mettre en place un ETL aujourd'hui qui va pas plomber le budget de la boîte. Donc voilà, dans ce constat-là, de vouloir rendre le flux de données accessible à tous, à un ensemble de sociétés, donc Fluom est venu comme ça. Et petit fun fact, d'où vient le nom Fluom? Alors c'est une histoire assez marrante. En fait, en gros, quand je travaillais à Betclic, j'avais une capacité, disons ça, à trouver la ligne qui allait faire péter toute la stack de flux de données. Bon, à l'époque, on était sur du Talend, voire même du SSIS, etc. Donc ça remonte un peu. Et en fait, on m'avait surnommé Neoc. C'est le mélange entre Neo et Sherlock Holmes. Et du coup, bah, alors j'allais pas appeler mon outil Fluoc, mais du coup, j'ai pris l'autre partie de Sherlock Holmes pour Holmes, et du coup, ça a donné Fluholmes. C'est assez marrant comme easter egg. Et du coup, voilà, ça vient de là, j'ai toujours dans la même DA de la data depuis tout ce temps-là. Donc, du coup, toute cette frustration-là, on a voulu la transformer en solution. Et donc, pour la transformer en solution, on a pris 3 axes. On a pris l'efficacité et le pragmatisme, c'est-à-dire avoir des composants en mode core mode. Donc le core mode, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le principe de développer des briques qui vont se mettre les suites à la suite des unes des autres, pardon, et qui vont constituer un pipeline, un peu comme si on faisait un Lego tout simplement. Donc on a des briques d'extraction, on a des briques de load qui sont assez simples pour limiter la complexité en fonction des types de sources. Par exemple, je pense à des bases de données, des fichiers, etc. et tout. On a aussi des briques techniques, donc de transformation dans le T de LT, qui sont aussi pensées pour simplifier énormément le quotidien des utilisateurs et même par rapport à toutes les frustrations que j'ai pu avoir dans mes précédentes expériences. Donc bien sûr, on fait des workflows optimisés, ça c'est les trucs assez classiques. L'accessibilité réelle, donc c'est pas juste un terme marketing, hein, ce terme accessibilité réelle. En fait, on essaye de tourner la construction du produit pour qu'il soit accessible à la fois technologiquement, à la fois d'un point de vue formation. On essaye de faire des outils simples à prendre en main pour éviter d'avoir trop de formation, mais aussi budgétairement parlant. On veut pas faire un énième Talend, on veut pas faire un énième Informatica ou un énième je ne sais quoi. On essaie de prendre un peu le meilleur de tout. On a même pris des idées de la moderne data stack. Parce que du coup, par exemple, Fluom s'intègre parfaitement à la fois dans des systèmes avec des ETL plus classiques, mais aussi avec de la moderne data stack. Mais on y reviendra après, je vous montrerai ça. Et pour la souveraineté et la sécurité des données, bah, j'ai remis un petit runner parce que c'est lui qui va bien sûr gérer cette partie-là. C'est vraiment une fonctionnalité à part entière dans l'outil. Donc on ne voulait pas réinventer un ETL, c'est ce que je disais, on veut juste supprimer des frustrations qu'on a eues au cours de nos expériences. Pour faire ça, bah, je ne suis pas seul. Parce que tout seul, ça serait un peu compliqué. Du coup, je me suis associé avec 4 personnes, enfin 3, pardon, 4 avec moi, qui sont du coup Yann Laurando qui est ici présent, qui va être le directeur commercial, qui va pouvoir vraiment articuler toute la croissance de l'outil pour que, bien sûr, que ça devienne un outil qui soit pérenne dans le temps, qui puisse adapter, correspondre aux besoins du marché. Donc ça, c'est surtout Yann qui va gérer cette partie-là. On va avoir Eddy qui est lui plus, on va dire le DSI si on parle en termes classiques, qui lui va surtout s'occuper de tout ce qui va être, on va dire la souveraineté de l'outil, la scalabilité de l'outil, faire en sorte que ça tienne à la charge, que ça puisse évoluer, répondre à vos demandes, etc., etc. Et justement sur le volet de demande, on en parlera après dans la vision. Et enfin, Jérémy, qui, lui, est, on va dire, directeur marketing pour faire très large, mais il fait bien plus que ça. C'est lui aussi qui va nous accompagner, nous, sur la partie conception visuelle de l'outil, pour qu'il soit beau, pour qu'il soit accessible, pour qu'il corresponde à des codes d'utilisation des outils, etc. Donc, c'est pas juste un outil en ligne de commande classico-classique, comme j'aurais pu le faire tout seul dans mon coin. On fait vraiment un ensemble d'actions. Donc, chacun d'entre nous apporte sa brique à l'édifice pour pouvoir avoir quelque chose de construit et pérenne dans le temps.
par rapport à tout ça, on a bien sûr la vision et le timing par rapport à ça. On va être assez clair. Notre objectif global, c'est que d'ici 3-5 ans, on devienne la référence européenne de l'hôtel souverain. C'est un objectif assez ambitieux, mais c'est un objectif qui aujourd'hui me paraît primordial, surtout dans la conjoncture actuelle, face aux différents géants américains qui viennent nous imposer leurs lois et leurs codes, et qui peuvent nous contraindre à certaines, on va dire, fuites de données avec des grandes guillemets. Donc la philosophie, c'est vos données chez vous sous votre contrôle, donc c'est vous qui gérez vos données, vous restez maître de vos données du point A au point Z sans qu'on récupère de choses dessus. Enfin, on veut surtout pas gérer votre donnée. C'est pas notre métier. On veut même pas stocker vos données. C'est toujours pas notre métier. Il y a des super outils de stockage de données. On peut évoquer Snowflake par exemple, qui sont très bons là-dedans. C'est pas notre métier. Nous, notre métier, c'est vraiment de faire des flux de données. Du coup, on fait forcément un outil qui va être scalable pour pouvoir gérer la croissance exponentielle des données. Si on regarde les statistiques, les données ont multiplié par 25 au cours des 4 dernières années, si mes souvenirs sont bons, si les chiffres évoluent pas trop. Donc, on a quand même une grosse attente sur la donnée. Sur l'UX et design, forcément, on veut faire en sorte qu'on réponde aux attentes des utilisateurs. Moi, vous le verrez par la démo, ça sera tout de suite beaucoup plus parlant. Et on veut aussi que la souveraineté et la conformité deviennent non plus un critère de choix, mais vraiment une volonté de devenir souverain. Aujourd'hui, pour moi, la souveraineté, ça ne devrait plus devenir un luxe, mais ça devrait devenir un choix en fait stratégique dans les choix des solutions qu'on va appliquer. Donc du coup, la conclusion qu'on peut en faire sur la vision, c'est qu'on ne va pas inventer un nouveau marché, on va juste accompagner et créer un outil qui répond à un marché exigeant, et surtout à un marché qui aujourd'hui n'est pas forcément accessible pour tout le monde. Et pourquoi maintenant du coup? Alors bon, l'histoire Influom, ça fait quand même maintenant, pour ceux qui me connaissent, un peu plus de 2 ans que j'en parle, que j'ai commencé à évoquer les premières briques, etc. Il y a quelque chose qui a changé il y a à peu près 2 ans maintenant, c'est qu'on arrive un peu sur une privatisation des outils du marché data. Alors on a certes la Modern Data Stack qui est très open source, même si on peut s'inquiéter par exemple du rapprochement de Fivetran et DBT sur l'open source de la partie core. Pour l'instant, il n'y a rien, mais on peut s'inquiéter. On a eu très bien le cas qui a fait un peu un petit vent de panique avec la fermeture de TOS il y a maintenant 2 ans. Et c'est vrai que ça a été vraiment l'élément déclencheur qui m'a dit, bon, je veux vraiment un outil qui soit plus accessible, qui n'ait pas d'anguille sous roche, etc., etc. Il y a forcément aussi on va dire la géopolitique actuelle avec la souveraineté qui me pousse à faire ça pour qu'on puisse avoir une solution française européenne. On a aussi l'évolution des volumes aujourd'hui pour pouvoir avoir des outils un peu plus scalables, un peu plus rapides à mettre en place, un peu plus fiables, etc. pour pouvoir gérer la croissance des données dans les sociétés. Et aussi, c'est de donner accès à cette automatisation des ETL et donc avoir des choses beaucoup plus, on va dire, automatisées dans le temps. Le conseil est assez simple, c'est que si on a un outil qui ne suit pas le besoin, en fait, les projets deviennent coûteux puisqu'on doit réadapter l'outil, etc., refaire des changements, des modifications, changer d'outil et tout. Et du coup, nous, on essaye de s'aligner à ces nouvelles exigences-là. Pour s'aligner à ces nouvelles exigences-là, on ne va pas le faire tout seul, on va faire aussi appel à vous, à toute la communauté autour de la data. Le but, c'est qu'on construise un outil, certes, où nous, on va l'idée la construction, mais on veut aussi co-construire avec vous, plutôt que de vous faire subir des changements. Donc, on l'a dit déjà, on l'a répété, Fluom est conçu pour les utilisateurs finaux, ça, il n'y a pas de problème. Chaque retour influence directement la roadmap. Pour vous faire un peu un ordre d'idée, aujourd'hui, il y aura 25% de la roadmap qui sera consacrée à des demandes de la communauté. Donc sur l'avenir, 50% qui nous est gardé. Dans les 25%, il y aura la résolution de bugs et des développements de fonctionnalités que nous, on souhaite mettre en place. 25% pour nos partenaires et 25% pour la communauté. Donc la communauté et nos partenaires ont 50% de notre roadmap à disposition pour avoir de nouvelles fonctionnalités, pour pouvoir attribuer un nouveau marché, un nouveau client, etc. Et c'est une approche pragmatique, ça veut dire qu'on adopte des standards du marché, mais on essaye de rester flexible. Donc on a des choses assez classiques, mais on essaye d'avoir une rapidité d'exécution dans la mise en place des choses, etc. Donc c'est vraiment un hôtel conçu pour et avec vous, du coup, pour ceux qui l'utilisent tous les jours, et pas juste pour nous faire kiffer. Alors même si moi, ça me fait extrêmement kiffer de faire un hôtel aujourd'hui, mais voilà, je veux vraiment pouvoir redonner un peu la main, comme j'ai pu avoir dans le temps la main sur l'évolution de TOS, par exemple, il y a maintenant... j'étais encore en études, donc ça fait beaucoup trop longtemps pour moi.
Pour ça, on a eu une roadmap communautaire. Donc certains ont eu la chance de pouvoir tester la bêta privée de Fluom. Donc la bêta privée, c'est quoi? En fait, on a eu des personnes qui sont inscrites, qui ont montré leur souhait et leur volonté de participer à cette bêta privée-là. Du coup, ils ont eu un accès prioritaire sur la bêta pour pouvoir tester des choses. Pour vous donner un ordre d'idée, dans la bêta, sur 2 semaines, on a quasiment fait 9 mises à jour, dont des résolutions de bugs, bien évidemment, c'est une bêta, mais aussi des nouvelles fonctionnalités et répondre à des nouvelles demandes. On a eu par exemple à voir les agents en favoris, et ben par exemple ça on l'a mis en place, enfin les runners pardon en favoris, et on a été même plus loin, c'est-à-dire qu'on a fait des systèmes de gestion de runners dans les projets. C'est-à-dire qu'on peut verrouiller un runner dans un projet, par exemple pour la sécurité de données, on pourrait très bien faire ça, on peut interdire les runners personnels, etc. Donc on a pris la fonctionnalité et on était plus loin tout simplement, juste sur cette bêta privée. On arrive aujourd'hui, annonce officielle, on est le 4, on va avoir l'ouverture de la bêta publique dans la journée. Donc ça veut dire que même si vous n'étiez pas inscrit sur la bêta privée, pendant 1 mois à partir de ce jour-là, vous allez avoir la possibilité de tester l'outil. Vous avez un parcours simple justement de lancement que je vous montrerai à la fin pour pouvoir rejoindre cette bêta publique. On devrait faire un lancement officiel en avril 2026. Alors j'ai toujours on devrait, on n'est jamais à l'abri d'événements. Notre but c'est quand même d'avoir un outil fini. Vous allez voir que notre bêta, pour une bêta, est quand même plutôt bien finie. Enfin, je trouve personnellement, il y a forcément des petits bugs, mais vous allez voir par vous-même qu'on est plutôt pas mal. Et enfin, à partir de mai, on va lancer toute la partie communautaire, c'est-à-dire avec la certification, avec des badges officiels, donc des badges pour les bêta-testeurs, parce que du coup, ils sont là pour nous aider. Donc ces bêta-testeurs, à terme, ils deviendront des ambassadeurs, en fait. Donc je basculerai après sur la partie ambassadeur. Donc la mise en avant de l'écosystème partenaire, les preuves de compétences auprès des clients finaux. Donc, nous, notre volonté aussi, c'est de donner l'accès à tout le monde au flux de données. Et donc, du coup, on veut bien sûr mettre en avant nos partenaires qui vont nous aider à mettre ça à travers la plateforme. Le programme ambassadeur, du coup, c'est donc aujourd'hui nos bêta-testeurs privés qui passeront ambassadeurs s'ils le souhaitent. Et bien sûr, d'autres personnes pourront intégrer le programme ambassadeur. Qu'est-ce que ça donne, le programme ambassadeur? Ça donne un accès à la roadmap en avance, ça donne accès à des invitations d'événements privés, de la co-création de contenu, de la visibilité bien évidemment, mais par exemple aussi accès à l'environnement bêta en avance de tout le monde. Et enfin, bien sûr, on veut aller sur des keynotes à terme, avoir des événements, des études, etc., etc. dans la tech. Ok. Par rapport à tout ça, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une démo. Parce que là, c'est bien, je parle. Mais bon, est-ce que ça vous dirait que je vous montre pas un peu Fluom? Eh bien, tout de suite, je vais basculer sur mon deuxième écran. Sur mon deuxième écran Fluom, du coup, on peut le voir. J'ai rajouté. Donc là, on arrive sur un lobby. Sur ce lobby-là, on a des indicateurs. Aujourd'hui, ce sont des indicateurs qui sont définis. À terme, on souhaiterait avoir des indicateurs qui permettent du coup de choisir ce qu'on veut afficher. Bon, on en a un certain nombre. Hein. On peut bien sûr les ajouter, les modifier, etc. Donc là, j'ai rajouté les récentes exécutions. Alors, je l'avais déjà et j'ai pas de récente exécution. Bon. Mais bon, par défaut, vous arriverez sur ce truc-là avec plein d'indicateurs et à terme, on vous donner la possibilité d'ajouter des indicateurs personnels. On a la partie projet, donc on va vite fait passer très vite dessus parce qu'on va revenir bien sûr sur le cœur de l'outil qui est l'édition des projets. On a des runners, donc les runners, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, nos agents, etc., qui permettent d'exécuter de la donnée. En tant que développeur, moi, bien sûr, j'ai un runner de type personnel, c'est-à-dire que c'est mon runner à moi, qui me permet de développer et tester mon flux de données, tout simplement. On peut bien sûr créer des runners, alors personnels, j'en ai déjà un, mais on peut créer des runners d'entreprise, les partager et les installer. Aujourd'hui, ils sont installables sur Windows, Linux, Mac et des images Docker, bien sûr, à souhait. On est en train de réfléchir pour faire une image pour du Kubernetes. On a la partie monitoring. Bon, là, il n'y a pas grand-chose, mais il porte bien son nom, c'est le monitoring. On a une partie administration, mais du coup, ça, j'y passerai pas parce que du coup, c'est la partie administration Fluom. Mais dans cette partie administration, si je peux vous montrer rapidement, vous allez avoir une gestion d'utilisateurs pour voir vos utilisateurs connectés, etc. en tant que si vous êtes un administrateur de votre entreprise. Et c'est là aussi où vous allez pouvoir inviter de nouvelles personnes. Donc des personnes de votre société, vous souhaitez les inviter pour qu'ils puissent venir tester Fluom. Bien évidemment, vous pouvez vous les inviter directement depuis là et ils auront accès à l'entreprise. On a parlé de la partie bien évidemment communautaire. Et bah, du coup, forcément, on a fait une boîte à idées. Bah, sinon, si on ne vous donne pas accès à ça, c'est pas marrant. Du coup, vous pouvez bien sûr ici venir proposer vos idées. Elles seront soumises
à validation de notre part. Une fois qu'une idée est validée, elle est mise en vote et pendant un certain temps. Et en fait, vous pourrez venir ici upvoter ou downvoter des fonctionnalités si vous les souhaitez, un peu comme à la Reddit pour ceux qui connaissent. Vous pouvez bien sûr épingler des fonctionnalités, et puis après, vous pouvez voir les fonctionnalités retenues qui sont en développement et celles qui sont terminées. Donc, par exemple, on a un connecteur SAP, par exemple, qui est en... On a bien sûr une partie support intégrée, sinon, on ne pourrait pas faire évoluer l'outil. Bien sûr, vous pouvez créer des tickets directement depuis le support, avec des informations liées aux informations du ticket, mais vous pouvez aussi signaler un problème depuis n'importe où sur l'application. Et je vous montrerai tout à l'heure dans le projet ce que ça permet d'apporter, de pouvoir signaler un problème depuis n'importe où. Bon, bien sûr, vous avez votre compte, vous pouvez passer en dark mode, bien évidemment, pour ceux qui trouvent que le blanc, ça pique les yeux, vous passez en dark mode, il n'y a pas de problème. Moi, je vais rester en blanc parce que je préfère, question de goût. Et vous pouvez aussi, dans le profil, venir changer les informations liées aux préférences mail, les informations personnelles, et changer la langue si vous souhaitez passer, bien sûr, en anglais. Bon, trêve de bavardage, allons créer un projet, sinon c'est pas marrant. Alors, on va l'appeler démo. On va mettre une description de démo. Je vais le partager à personne, parce que j'ai pas envie. Je suis tout seul de toute façon. Si je peux le partager, si je peux le partager à moi-même ou à l'administrateur. Et du coup, hop, je vais créer mon premier projet. Donc j'ai mon projet démo qui a été créé ici, et je bascule sur l'outil. Bienvenue sur, du coup, le tel tool, comme on l'appelle chez nous, le dev tool. Donc là, on a pas mal d'informations. On a déjà une première information centrale, on voit que j'ai aucun pipeline. Bon, normal jusque-là. Et on voit que je peux créer des pipelines. Aujourd'hui, dans la bêta, nous avons fait exprès de ne pas mettre l'orchestrateur pour l'instant. Il sera accessible uniquement soit aux bêta test, enfin aux ambassadeurs en avance de phase, soit à la sortie. Mais vous en faites pas, tout de suite je tue la question, il y aura bien un orchestrateur. L'orchestrateur, il pourra être orchestré de 3 manières différentes aujourd'hui, peut-être qu'on en ajoutera d'autres, soit avec un compte pour le paramétrer automatiquement, soit inscrit dans des event bus, par exemple un Kafka ou des choses comme ça, soit sinon déclenché via une appel web, tout simplement. Donc c'est-à-dire que théoriquement, vous pourrez appeler des orchestrateurs depuis un autre site, par exemple. Bon, avec la sécurité qui va, bien évidemment. Parce que sinon, tout le monde pourrait appeler vos runs et ça serait pas forcément cool. Sur le côté gauche, on a une zone de recherche. Donc ça, recherche, elle permet de rechercher, elle est présente dans toute l'application. Hein. Elle permet de rechercher tout et n'importe quoi. Par exemple, je vais faire un nouveau pipeline que je vais appeler, par exemple, démonstration. Démonstration. Je vais y arriver à écrire. Hop. Je vais appeler démonstration, comme ça. Si par exemple, ici, je retourne ici et que je cherche, par exemple, démo, on peut voir automatiquement que je vois que j'ai un Toto démo, que j'ai un flux qui s'appelle démonstration, enfin un pipeline de démonstration dans le projet démo. Donc on a un système de recherche qui permet de rechercher des connexions, des configurations dans toute l'application. D'accord ? Comme ça, on ne se perd pas trop avec toutes ces choses-là. Donc là, on a notre premier flux, je vais y revenir après. Je vais me concentrer sur le côté gauche. Donc là, on a nos flux de données. Ici, on a nos métadonnées, donc nos connexions. Donc nos connexions, aujourd'hui, on a un petit panel de connecteurs qui sera agrémenté au fur et à mesure des demandes et des besoins. Donc on a forcément les principales bases SQL, on a les principaux zones de stockage et on a bien sûr de l'API. Donc ces choses-là, c'est amené à évoluer très vite. Pour rappel, Fluom est construit en mode core mode, donc c'est en fait des librairies qu'on va mettre en place et développer, et ce sont des librairies qui sont très rapides à mettre en place. Je sais qu'une des demandes récentes, c'était de pouvoir faire du code directement dans les flux de données pour pouvoir calculer, par exemple, je sais pas, une valeur décimale, la convertir en autre chose. Voilà, ça, par exemple, c'est une fonctionnalité qu'on va ajouter qui arrivera assez rapidement. C'est pareil pour tous les composants dans les flux de données et dans l'orchestration. Les configurations, là, c'est plus des configurations liées à des configurations type CSV pour avoir les séparateurs, les commas, etc. Pareil pour les JSON. Et enfin, la notion de paramètres. Les paramètres, c'est quoi ? C'est tout simplement des paramètres de projet. Aujourd'hui, on a donc les paramètres de projet qui permettent d'avoir des paramètres utilisés dans toute l'application. Enfin, dans tout le projet, pardon. On a 3 niveaux de paramètres. On a donc les paramètres pour le projet. On a les variables d'environnement. Donc pour l'instant, pareil, dans la version bêta, on n'a pas activé les environnements, mais ils seront bien dans la version finale. Avec un système de transfert de versionning entre chaque environnement. Et on va parler des versions tout à l'heure. Donc là, on a sur des variables d'environnement et on aura bien sûr des constantes de société. Donc là, qui sont des constantes au niveau de la société inter-environnement.
Enfin, ici, on a une notion de paramètres. Donc, tout à l'heure, j'évoquais les notions des runners. Ici, du coup, je peux définir des runners par défaut, je peux verrouiller des runners, je peux même interdire les runners personnels, par exemple, dans le cas où on aurait des exécutions, des flux de données qui seraient ultra sensibles, exécutés dans un endroit bien précis. Et ben, on pourrait très bien ici verrouiller le runner sur un runner précis, spécifique et interdire le runner personnel pour éviter d'avoir des fuites de données. Et bien sûr, ici, on a la gestion des accès classiques, partager le projet à quelqu'un. Bon, du coup, si je retourne là-dessus et que je ferme ça, on a notre premier pipeline avec notre premier sous-pipeline. Et ben moi, ce que je vous propose, c'est qu'on commence vraiment cette démonstration avec tout simplement une petite connexion à une base de données Postgre. Donc pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter un élément ici, et là, je vais accéder à l'ensemble de mes composants. Donc là, j'ai 15 sources disponibles. On peut voir qu'il y a une petite source tout à l'heure que je n'ai pas évoquée qui s'appelle mémoire. Cette source-là, elle est assez simple. Elle permet de stocker en mémoire des informations. Je fais un sous-pipeline, je stocke en mémoire mon résultat et je le réutilise dans un autre sous-pipeline. Bon, moi, je vais faire un petit Postgre. Et donc, du coup, quand je vais arriver dans le paramétrage Postgre, ici, je vais avoir 3 fenêtres qui vont se mettre. Une partie sur la connexion, une partie sur la configuration et une partie sur mes schémas de sortie. Aujourd'hui, on a fait le parti pris de définir automatiquement les schémas. Peut-être que demain, on fera un système qui permet de fixer des schémas. Mais on y reviendra un peu plus tard sur les évolutions de l'outil. Bon, bah du coup, moi, je vais me connecter à une base Postgre. Ma base de Postgre s'appelle Fluom Demo en local access. Je vais aller chercher le mot de passe que j'ai mis sur le côté ici. Et donc, on peut voir que là, mes modifications s'enregistrent toutes seules. J'ai rien besoin de faire. Je vais passer sur cette partie-là. Je vais me réauthentifier parce que du coup, il a perdu l'authentification. Je viens me mettre sur le schéma public. Ici, je vais actualiser la liste des tables. Et là, je vais avoir mes tables. Et en fait, du coup, je vais prendre ma table client. Alors, je vais vous dire ce que je vais faire en fait. Du coup, là, mon use case que je vais vous présenter sur ma démo, c'est une entreprise souhaite enrichir tout simplement sa base client avec des données géographiques pour optimiser les livraisons et l'analyse des répartitions géographiques. D'accord? C'est le use case. Donc, du coup, je vais partir de ma table client. Je vais aller chercher, du coup, tous mes clients. Je vais peut-être avoir une petite notion d'actifs. C'est-à-dire que je vais récupérer que mes clients qui sont de type actif. Alors, pour ça, par exemple, je peux faire privilégier les données en bas, là. Voilà, j'ai une preview de mes données. Donc là, sur mes 100 premières lignes, j'ai que de l'actif. Donc, ça ne sert à rien que je le mette. Mais par exemple, ici, je pourrais très bien mettre actif est égal à true. Tout simplement. Donc là, c'est-à-dire que je récupère mes actifs. Je peux bien sûr spécifier des colonnes. Là, je récupère tout, mais je pourrais très bien spécifier que certaines colonnes que je souhaite récupérer. Bon, là, je vais tout prendre. Je peux faire un ordre byte, des limites, bien évidemment. Je peux même faire des requêtes SQL complexes ici. Bon, maintenant que j'ai fait ça, je vais faire deviner mon schéma. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, en fait, le runner, qui est ici, donc mon agent, va aller faire ma requête sur ma base pour aller deviner mon schéma. Et automatiquement, il me sort un schéma prédéfini, je vais l'agrandir, avec mon nom, mon prénom, mes emails, etc. Toutes les informations que j'ai à ma disposition. Parfait. Donc là, je l'ai configuré, je vais enlever ça. Je vais le renommer ici, je vais l'appeler client, par exemple. Hop, client. Pour pouvoir, bien sûr, avoir la répartition géographique, j'ai besoin d'avoir mes commandes. Alors, malheureusement, je n'ai pas d'outil pour gérer mes commandes, mais j'ai un petit fichier Excel. Donc, mon fichier Excel, pareil, une configuration. Je vais choisir un schéma, donc le in, et je vais aller dans sélection manuelle. Alors, je peux faire un pattern global. Je pourrais récupérer tous mes trucs de type commande, par exemple, underscore 2024, parce que je veux que mes commandes 2024. Underscore étoile. C'est-à-dire que je vais récupérer tous mes fichiers qui contiennent commandes, etc. Bon. Là, c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est d'aller faire une sélection manuelle. Et donc là, en fait, mon runner va aller regarder ce qu'il y a dans mon dossier. Et là, j'ai un petit fichier qui s'appelle commande 2024. Alors, je vais faire une petite preview des 10 premières lignes. Et donc là, on voit bien que j'ai mes 10 premières lignes de mon fichier qui contient des informations de commande, l'email, la date de la commande, en format, super format, la commande, le montant, le produit, etc. Bon. Ici, je vais faire ma configuration Excel. Donc là, je n'ai pas besoin de faire de choses. Je prends la feuille 0, j'ignore aucune ligne, etc. Bon, je vais directement faire deviner mon schéma. Et automatiquement, du coup, ça va me reprendre le schéma qu'on a vu précédemment. Parfait. Bon, d'un côté, j'ai mes commandes 2024. Bon, je vais mettre commande, simplement. Et de l'autre côté, j'ai mes clients. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un join. Je vais aller joindre
mes deux données. Hop, comme ceci. Donc quand je vais dans le join, du coup, automatiquement, ici, je vois bien mon schéma d'entrée, client et commande. Ici, je vois bien mon join et mon schéma de sortie. Bon, on va configurer un peu le join. On va faire un join entre commande et client. On va faire un left join. Et on va ajouter une colonne sur l'email. Vous voyez, c'est assez rapide. Voilà, j'ai fait mon join. On peut mettre autant de sources d'entrée qu'on veut. Donc on peut faire des joins, de joins, de joins, de joins, de joins, de joins. Donc on peut lier des sources complètement hétérogènes de manière assez simple. Dans mes colonnes, je peux choisir les colonnes que je souhaite. Et donc là, en fait, juste enlever l'email pour pas l'avoir deux fois, ça sert à rien. Je l'ai déjà d'un côté ou de l'autre. Je vais éviter de me répéter. Je peux faire aussi des conditions de join pour filtrer automatiquement au niveau de mon join. C'est-à-dire avoir un join où mon prix est supérieur à 100 par exemple. Bon, je valide mon join. Et du coup, après mon join, je vais faire une agrégation de mes données. Donc l'agrégation, donc on a un composant qui s'appelle aggregate, surprenant. Et lui, en fait, qu'est-ce qu'il me permet? Il me permet de faire un group by de mes données et de faire des agrégations. Donc, je vais group by email, qui est ici. Je vais group by mon nom-prénom, avec l'information de mon client, nom-prénom. Je vais group by avec ma ville et mon segment. Alors, ville et segment. Et dans mon group by, je vais faire une agrégation où je vais faire une somme de mon montant, ici. Je vais l'appeler montant-somme. Alors, ça, on peut l'appeler total commande, etc. Appelons-le total commande pour changer un peu. Total commande. Très bien. Et on va compter le nombre de commandes associées à un count. Et donc là, celui-là, on va l'appeler NB commande. Hop. Donc là, je retourne bien le nombre de commandes par mes clients. OK. Donc là, j'ai ça, ça et ça. Pas mal. On peut sortir, bien sûr, les résultats, etc. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire de ça? Eh bien, par exemple, je vais utiliser une API. Une API pour pouvoir agrémenter mes données. Donc, c'est ce que j'avais besoin. Donc, pour agrémenter mes données, je vais utiliser une petite API qui est un peu connue d'OpenStreetMap. Alors, elle nécessite quelques petites configurations assez complexes, c'est-à-dire juste mettre un ici user-agent et on va l'appeler Fluom. Donc, ça, c'est les besoins de l'API. Je ne sais pas si je vais avoir besoin de cette API, mais du coup, à tout moment ici, je peux venir sauvegarder. Donc là, je peux l'appeler API OpenStreetMap, par exemple. Enregistré. Et automatiquement, ici, on peut voir que j'ai mon API qui est déjà enregistré. Et que du coup, maintenant, j'utilise mon API enregistré. Ici, je vais définir la requête. Donc, je l'ai mise de côté. C'est assez simple. Donc, je vais faire un search avec une query où je vais aller chercher le champ ville, donc qui est ici. Donc, double crochet pour aller chercher un champ qui existe dans ma base de données. Et je veux en format JSON. Très bien. Donc là, on peut voir que j'ai bien mes champs et j'ai un champ response. Bon, je pourrais du coup avoir les JSON bruts, mais je peux aussi faire l'extraction des champs. Donc là, je peux garder mes colonnes sources, je peux mettre un JSON pass. Bon, je peux éclater, donc c'est pour si jamais une ligne m'en retourne plusieurs. Et surtout, ce que je peux faire, c'est que je peux faire récupérer le mapping des champs soit à la main en ajoutant, soit faire depuis l'API. Alors je vais faire un test, donc moi je suis à Poitiers, et je vais exécuter. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Alors, quand j'aurai réussi à me connecter, je vais aller modifier ça. Qu'est-ce qu'il n'a pas réussi? User agent, je l'ai écrit bien comme il faut. Oui. Hop, Fluom. Oh, tac, 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 tac. On va refaire exécuter. Voilà. J'avais juste mal écrit. Et donc, du coup, là, donc, j'ai bien mon résultat. Et donc, dans mon résultat, je vais récupérer, par exemple, la latitude, la longitude. Et je peux récupérer plein d'autres choses de mon résultat. Donc là, en fait, c'est le résultat de mon API, hein, directement. J'ai même pas besoin de m'embêter à essayer de comprendre ou quoi, d'aller lire le Swagger et tout. Je peux faire un appel test. Et quand je fais appliquer, du coup, je me retrouve avec mon long lat et là qu'il a mis en string. Parfait. J'ai récupéré mon API call. Et donc, du coup, ça veut dire que maintenant, j'ai récupéré la longitude, la latitude complémentaires pour mes différentes livraisons. Et ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais le réécrire dans un Postgre. Donc, un Postgre export, par exemple, ici. Alors, je vais le réécrire dans la même base. Donc là, ça m'embête un peu de toujours vouloir réécrire ma connexion. Donc, en fait, je vais retourner dans mon premier ici. Et puis, je vais retourner là. Et je vais l'enregistrer, tout simplement. Local client, on va l'appeler, par exemple. Hop, je l'enregistre. Donc là, on peut voir qu'il s'est mis ici. Hein.
Donc c'est-à-dire que si j'ouvre ma connexion là, on peut voir qu'il reprend bien tout. Je peux même ici m'amuser à naviguer pour aller voir mes tables, mes colonnes, pour essayer d'investiguer et de comprendre comment fonctionne mon élément. Donc si je retourne sur mes clients, donc ça c'est ma source, on va aller ici pour la fin. Hop. Alors on peut voir que tous les onglets se gardent, c'est-à-dire que je peux naviguer assez simplement hein, dans tous les éléments. Alors peut-être que visuellement on le changera un peu à terme, que ça soit plus lisible, mais ça permet au moins d'avoir tout d'ouvert, pas besoin de rouvrir, fermer, rouvrir, fermer, rouvrir, fermer. Donc là, je vais dans mon PostgreSQL, je vais dire que je vais utiliser une connexion locale, donc là on voit qu'il reprend bien tous mes éléments. Je vais aller ici, je vais réactualiser du coup mes schémas de mes connexions, donc public, je vais réactualiser mes tables. J'ai une table qui s'appelle client enrichi, parfait. La table, je la drop on create, et je vais faire un insert. Je ne vais pas mettre de clés, je pourrais mettre des clés, je peux gérer le nombre de transactions, et tout ce qui s'ensuit. Donc là, du coup, je récupère toutes mes informations, je fais un join, j'aggregate, j'API call, et je mets vers un export. J'aurais pu aussi ici, par exemple, bon, je vais supprimer ce nœud et vous montrer qu'on peut le refaire rapidement, faire un duplicate pour dupliquer ma sortie, tout simplement. Là, remettre mon PostgreSQL, retourner là, remettre ma connexion, retourner dans le schéma du milieu, réactualiser ici, réactualiser là, refaire mon client enrichi, faire un drop and create, et laisser comme ceci. Hop, on attend bien, hop, c'est enregistré. Et donc du coup, c'est-à-dire que là, je peux très bien refaire une sortie vers un Excel export, où ici, bah, je vais lui dire dans le schéma, alors on va pas mettre in, mais out par exemple, le mettre dans un fichier qui s'appelle client enrichi. Alors on peut séparer par source. Ce que ça veut dire séparer par source, c'est-à-dire que si par exemple, dans mon composant initial, ici, hop, dans commande, ici, j'ai utilisé une sélection manuelle d'un élément fixe, j'aurais pu faire un pattern global, étoile quelque chose. Et en fait, ici, j'aurais pu décider de le traiter soit en unified, donc c'est-à-dire tout mettre à la suite, soit en iterate. L'avantage, c'est que j'ai pas besoin d'aller itérer sur mon dossier. Le composant, lui, le gère tout seul. Donc il peut itérer tout seul, automatiquement, sur les différents éléments. Et donc ici, je peux lui dire, du coup, de traiter source par source. Je peux aussi de faire un single, je peux aussi de faire un split row, par le nombre de lignes, etc. Enfin, il y a pas mal d'options à aller découvrir. Et il y a aussi le nom des feuilles. Donc on voit, il y a encore des traductions qui ne sont pas encore passées, mais c'est normal. Parfait. Donc là, j'ai mon super composant. Bon, imaginons que je me sois trompé, que je vais retourner dans une ancienne version. Ici, j'ai l'historique des versions. Donc là, c'est toutes les versions que j'ai fait, donc toutes les modifications que j'ai pu faire. C'est stocké automatiquement. Et on peut voir ici qu'à chaque fois que je clique, je peux aller voir un peu ce qui a été modifié, changé. Donc là, on voit que le composant a été ajouté. Là, on voit que le composant a été modifié, etc. Donc là, on a tout. On peut avoir des informations complémentaires sur la date et qui l'a fait. Bon, on les a déjà un peu au-dessus. Et on peut restaurer une version précédente. On peut aussi, bien sûr, faire des versions majeures ou des versions mineures. Bon, bah super, on a ça. Notre sous-pipeline. Bon, je propose, c'est qu'on le lance. Hein. Du coup, bah là, j'ai cliqué sur exécuter. Et en fait, ici, je vais avoir un détail de l'exécution en live de ce qui se passe, ainsi que le résultat en live. Donc là, on peut voir, je me suis bien connecté au fichier, je me suis bien connecté à la base. On a les temps d'exécution, les colonnes récupérées, les informations associées, etc., le merge. Là, on a les call API, ainsi de suite, le nombre de lignes produites, le résultat, l'écriture, etc. et tout. Donc là, on voit que j'ai eu 37 lignes d'entrée. Et on voit que, au fait, mon API ici m'a retourné à chaque fois potentiellement plusieurs lignes. Donc mes données sont potentiellement multipliées là. Donc je pourrais très bien, soit dans mon API, lui dire, ici dans ma requête, par exemple, j'ai l'option limite égale à 1, par exemple. Donc limite est égale à 1, comme ça. Je suis sûr d'en avoir qu'un seul élément. J'aurais pu aussi utiliser, alors je vais mettre dans un sous-pipeline ici, par exemple. Hop, je vais mettre ça pour juste vous montrer un élément. J'aurais pu utiliser un des composants, un des 66 composants de transformation qui est ici. Donc on a les composants de fichiers pour l'extraction, on peut en faire du parquet, du JSON, du CSV, de l'Excel, de l'XML. Donc les bases de données qu'on a vues, on peut faire de l'exécution SQL aussi à la volée. Hein. Pareil que pour l'API call qu'on a vu ici, hein, c'est le même principe. Pour chaque ligne, on va exécuter une requête dans la base si on le souhaite. La gestion de la mémoire, ça on l'a vu tout à l'heure. Rapidement, c'est la capacité de stocker le résultat rapidement en mémoire. On a la gestion des flux, donc on peut faire des duplicate space, des joins, des matchs, des routes, des set opérations, des unions, des duplicates, des compares. On pourrait aussi faire des poids avec des row number, order by, quelque chose. Donc ça, c'est une possibilité d'avoir, par exemple, ici, dans l'avancée, ajouter des métadatas pour avoir des lignes,
On peut avoir des crickets, on l'a vu tout à l'heure, on peut faire un display, on peut afficher nos données qui transitent, on peut faire des windows, des bases 64, enfin bref, il y a un certain nombre de composants aujourd'hui présents, déjà présents, et qui vont bien sûr être amenés à évoluer. Ok, donc du coup, forcément, si maintenant je retourne là et que je vais dans Monitoring, j'ai bien mon run qui a été mis là, et là, je peux bien sûr réexplorer les exécutions de mon job. Ok, un peu rapidement pour la partie démonstration de but en blanc. Donc après, s'il y a des questions, etc., n'hésitez pas à les poser dans questions-réponses. On a justement une petite session prévue après. Juste pour la dernière partie, je vais retourner à ma slide ici. Alors, attendez, je vais le faire à la main, ça ira plus vite. Comment on peut faire pour la suite? Et ben moi, je vous propose de tester par vous-même. En fait, aujourd'hui, vu que la bêta est ouverte, je vous propose de tester par vous-même. Alors, on va être sur App Staging ou plutôt c'est pas App Staging, mais c'est plutôt bêta. Pardon, bougez pas, je corrige ça. Sur ça, app.beta.fluom.io. Donc là, du coup, vous allez directement dessus. On va faire la mise à jour justement de la gestion des nouvel arrivants très bientôt, assez rapidement. Donc d'ici début d'après-midi normalement. Vous entrez votre adresse email, vous allez avoir des informations complémentaires à saisir, nom, prénom, société au minima, parce que du coup c'est ce qui permet d'initialiser la société. Vous allez recevoir un premier code. Ce premier code-là, vous n'êtes pas obligé d'en tenir rigueur. En fait, après, vous allez devoir vous connecter. Donc, la connexion ne nécessite pas de mot de passe. Hein. C'est juste un email. Et en fait, ça vous connecte directement. Et après, vous pouvez commencer à construire votre flux de données comme on l'a vu précédemment. N'hésitez pas à nous poser des questions. Vous avez le support. Vous avez la boîte à idées. On a une adresse aussi support @fluom.io si vous nous envoyez directement des mails. Moi, bien sûr, je suis disponible, LinkedIn partout. N'hésitez surtout pas. Et vous pouvez aussi essayer de vous pouvez rejoindre notre Discord communautaire qui aujourd'hui permet de venir poser des questions un peu plus en direct. Ok. C'est tout pour ma partie. Moi, ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions-réponses à poser dans Q&R. Si vous n'avez pas de questions et pas de réponses, du coup, on est tout bon. Pour moi, j'ai pas d'autre chose à rajouter spécialement. Donc, merci à tous pour ceux qui... Est-ce qu'il y a des questions déjà avant ou pas? Alors, par rapport à l'hébergement, donc quel est votre hébergement HDS, installation locale possible? Alors, de base, aujourd'hui, nous, on a deux types d'offres essentielles. On a la gestion managée et la gestion non managée. La partie managée, donc on a un SaaS partagé, donc la version classique sur laquelle vous avez accédé, qui aujourd'hui va être hébergé par un hébergeur français ou européen. Donc on en a deux en shortlist qu'on est en train de tester de A à Z et on fait des tests de fiabilité et de performance. Ça, c'est pour la partie SaaS. Après, on a une partie SaaS dédiée, donc c'est une instance qui vous est exclusivement réservée. Et donc là, on l'installe sur votre cloud provider préféré. AWS, GCP, Azure, peu importe. On va dire, on peut s'installer relativement partout. Enfin, il y a la dernière méthode qui est un peu le on-premise ou un virtual private network, si vous avez un système un peu retard avec un cloud provider, où là, on peut installer notre solution complètement chez vous, sans frein technique ou quoi que ce soit. Justement, on a pensé l'outil pour que ça reste simple de mise en place et que ça soit des technologies, on va dire, universelles. Alors, j'espère que j'ai répondu à la question. Du coup, installation locale possible? Oui, forcément. C'est ça, on peut une VM et on peut installer. Alors généralement, on va préconiser d'avoir au moins 2 voire 3 VM en fonction des besoins. Mais oui, dans l'idée, c'est ça. Euh, une idée des perfs comparé aux autres outils. Alors relativement, on est plus rapide que un Talend si on fait un comparatif Talend Informatica sur l'exécution. On pourrait aller encore plus vite. On a juste des problématiques de librairie sur Windows. Windows nous pose un énorme problème sur ça. Mais aujourd'hui, on est entre 2,3 et 3,2 fois plus rapide qu'un Talend aujourd'hui sur l'ISO. D'autant plus si on part sur des éléments de type API call itératif.
Donc, comme j'ai montré là sur OpenStreetMap, par exemple, le fait de faire ça en talent, ça demande un certain nombre de composants dans la mise en place. Et après, dans l'exécution et la maintenabilité, plus on a de composants, plus c'est dur à maintenir, etc., etc. Donc, voilà. Après, on pourrait aller encore 50 fois plus vite. Hein, c'est à peu près les calculs qu'on a fait quand on arrivera à déployer la librairie sur Windows. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, pour la partie business model licence, en fait, donc du coup, quoi qu'il arrive, on va être sur un coût à l'utilisateur mensuel. Donc ça va être un coût fixe mensuel. Donc on communiquera les tarifs HC prochainement avec Yann, sûrement un peu avant avril à nos partenaires. Quoi qu'il arrive, on est bien en deçà d'un talent ou d'un informatica. Quand je dis bien en deçà, on est quand même assez loin de ça pour les fonctionnalités qu'on a à présent. On ne fait pas de différenciation entre, en fait, tout le package, tout le monde a les mêmes fonctionnalités. Il n'y a pas de, alors pour avoir la partie CI, il faut ça. Non, c'est un siège pour l'accès à Flume complet. La roadmap, elle n'est pas encore disponible, Julien, sur le site. Ça ne va pas tarder. Justement, on est en train de réfléchir à la partie du site Flume V2. Il y a deux choses qui vont arriver qui vont être extrêmement importantes. D'une, c'est la documentation aussi. La documentation complète de Flume pour la bêta qui va arriver, qui sera référencée, qui vous permettra d'avoir un ensemble de guidelines pour pouvoir commencer et essayer de comprendre l'environnement Flume, etc. Et bien sûr, le suite V2. Il y aura deux roadmaps. Il y aura une roadmap publique qui sera du coup sur les choses qui ont été décidées et une roadmap privée avec nos ambassadeurs. La tarification, du coup, Christophe, c'est le socle de base est un abonnement annuel. Euh, donc, c'est-à-dire que c'est pour l'accès, pour la création de la société, c'est un abonnement annuel avec inclus un utilisateur administrateur. Et pour chaque utilisateur supplémentaire, bah, du coup, c'est un coût fixe mensuel. Et en fait, vous n'êtes pas obligé de prendre un an. Vous pouvez prendre, par exemple, un siège pour 2 mois. Bah, vous prenez un siège pour 2 mois. Vous pouvez prendre un siège pour 5 mois parce que vous avez besoin d'enfants. Vous prenez un siège sur 5 mois. Vous prenez vraiment en fonction de votre besoin. Il y a juste le socle initial qui, lui, est engagé sur un an. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, c'est prévu justement, je l'ai évoqué tout à l'heure, de pouvoir. Alors du coup, aujourd'hui, le code s'exécute en Python. On évalue aussi la possibilité de passer d'avoir des pipelines en Rust à terme. Un peu plus compliqué à mettre en place, mais j'y réfléchis actuellement. Aujourd'hui, oui, on va ajouter 3 composants importants. On va utiliser un E custom, un T custom et un L custom. Bah, ils portent bien leur nom. En fait, vous allez avoir un panel pour vous éditer du code pour faire vos propres composants. À terme, ce qu'on souhaite, c'est qu'on souhaite avoir une marketplace communautaire sur laquelle vous pouvez développer vos composants, les déposer et les rendre accessibles à la communauté. Peut-être qu'il y aura la monétisation, pour l'instant, on n'a pas encore réfléchi là-dessus. Mais du coup, oui, il va y avoir ces composants custom Python qui arrivent, je pense, courant du mois pour la bêta. Donc dans la bêta, hein, vous en faites pas, elle n'est pas figée cette version, elle va vivre dans tout le mois avec vos retours, vos besoins, etc. Et on fera du coup toutes ces choses-là derrière. Les technos utilisés aujourd'hui, bah, du coup, la principale partie des technos, on est sur nous, on a une solution React derrière pour être totalement transparent, euh, avec un TSX, JavaScript derrière, et toute l'exécution du code, etc. aujourd'hui se fait en Python, tout simplement. Donc toute exécution de code, etc. et tout est en Python. Oui, et l'enregistrement sera disponible. On va la sauvegarder, on va la publier sur notre chaîne YouTube, bien évidemment. On va faire un lien sur LinkedIn et vous pourrez bien sûr la communiquer à qui bon vous souhaite. Bien sûr, plus on peut tester la solution, plus on peut la faire évoluer ensemble et plus on peut l'adapter au marché de demain, voire même, je dirais même au marché d'hier. Mais voilà, le but, c'est d'assurer ce marché-là et de pouvoir répondre un peu à une case manquante. Donc oui, plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Donc oui, l'enregistrement sera disponible, comme les accès à la bêta. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez surtout pas. Après, si vous souhaitez avoir des démos plus personnalisées, c'est-à-dire sur des tests avec nous, on peut aussi prévoir du temps ensemble pour que avec vous, je fasse des tests très personnalisés sur des cas concrets, des cas clients ou vos cas à vous.
n'hésitez pas, hein, on pourra bien sûr éventuellement faire des tests, adapter la solution aussi à vos besoins. Des connecteurs avec le cloud, alors qu'est-ce que tu entends par là, Majdi? Parce que du coup, les connecteurs avec le cloud, aujourd'hui, on a tous les connecteurs de type fichier. Donc on peut faire sur du Azure, AWS, GCP, FTP, SFTP et local. Pour ce qui est de base de données, du coup, on a du Snowflake aujourd'hui, bon, dans du cloud. Après, n'importe quelle base, MySQL, MSSQL, etc. et tout. GCP, GCS, on a déjà sur le storage file, pas de problème. Après, pour toutes les demandes de connecteurs spécifiques, après, il ne faut pas hésiter à les mettre dans la boîte idée. On les prend, on les développe. C'est assez rapide, je pense surtout sur des connecteurs, on va dire mainstream. Formation utilisateur, oui, bien évidemment. Justement, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure rapidement sur la slide de l'avenir, entre guillemets. Courant mai, on va faire les programmes de formation utilisateur, etc. J'aimerais bien qu'on aille choper un OPCO ou des choses comme ça pour pouvoir l'intégrer dans vos budgets formation. Normalement, c'est quelque chose qui sera fait assez rapidement, mais bon, le temps de faire le dossier, etc., hein, ça prend un peu de temps. Mais le but, voilà, c'est d'intégrer ce processus de formation-là et tout. Après, l'outil se veut assez simple d'accès, donc normalement, avec la doc et des data ingénieurs ou même des data analystes assez confirmés dans le flux de données qui ont déjà fait ça, pourront prendre en main l'outil assez rapidement. Mais oui, là, après, s'il y a besoin de formation spécifique sur l'outil, bien évidemment, on peut faire des formations sur ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Après, c'est pas grave, hein, les questions, vous pouvez les poster après. Après, posteriori, on vous répondra quand même. On a testé sur des gros volumes. Moi, j'ai testé sur des fichiers qui font quelques millions, voire milliards de lignes. En fait, la performance des gros volumes va dépendre essentiellement d'une chose, c'est de l'endroit où est exécuté le runner. En fait, l'avantage, nous, de la scalabilité sur ça, c'est que si on met le runner sur une machine de guerre, bah, le runner va prendre toute la puissance qui peut lui être incombée. Donc du coup, forcément, il va calculer plus vite, plus rapidement. Moi, sur des gros volumes, sur je crois que j'avais fait 25 millions de lignes, 64 colonnes, sur un traitement de récupération donc de plusieurs fichiers Excel que j'avais joué en même temps. J'avais fait des agrégations, filtres, display pour afficher les 10 premières lignes pour me rendre compte, et chargé dans Snowflake. Le tout temps pour tout, j'ai dû mettre à peu près 6 minutes, 6 à 7 minutes. Environ. Ça dépend ce que je faisais en même temps sur le PC, quoi. Parce que moi, mon runner est installé en local en tant que développeur. Après, moi, je suis ouvert à tout test aussi de performance, etc. et tout. Non, on n'a pas de client, on n'a pas de partenaire, justement, pour l'instant, on fait de la bêta. La bêta est totalement gratuite. On n'a pas lancé encore la notion commerciale. Donc, on va forcément y venir, hein. Donc, on aura forcément des clients qui vont venir. Et pour tout ce qui est partenariat, bah, du coup, nous, on va essayer de faire des partenaires avec tout ce qui va être intégrateur et aussi des ESN, etc., pour pouvoir apporter un nouveau marché, un nouvel arc, une nouvelle corde à l'arc des ESN aussi, bien évidemment. La version commerciale, on pense à sortir début avril. Donc c'est assez rapide, hein, c'est dans pas longtemps. La bêta dure un mois, la bêta open dure un mois. On se laisse un mois pour bien faire en bêta privée tout ce qui va être orchestration, environnement, etc. pour sortir la version commerciale début avril. Après, il ne faut pas hésiter à venir vers nous si vous avez des interrogations ou des questionnements ou des volontés commerciales en amont du coup, pour qu'on en discute, etc. Ça, il y a aucun problème sur ça. Ok, parfait. Si pas d'autres questions, bah, dans le timing, on est pile poil bon. Il est midi pile. Parfait. On est vraiment, vraiment parfait. Donc, on vous enverra le lien de la vidéo, bien évidemment. N'hésitez pas à communiquer autour de vous. Ça nous aidera énormément, surtout dans l'avenir, dans la suite de l'outil. Et puis, essayons de construire un peu cette ETL de demain pour qu'on puisse aller répondre aux différents besoins du marché. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite une bonne journée, bon appétit à ceux qui vont aller manger. Et à bientôt, je l'espère. Bonne journée à tous.